Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, comme vous le savez, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité, il est présentement professeur au département mathématiques et informatique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, spécialisé en intelligence artificielle, ayant cumulé plusieurs fonctions relatives au même sujet en carrière. Donc, avancer l'idée qu'il est du type cérébral serait un euphémisme. Il cadre donc parfaitement pour répondre autant que faire se peut à notre question que nous allons lui poser aujourd'hui. Doit-on craindre l'intelligence artificielle? En deuxième portion de l'émission, nous recevrons Jean-Sébastien Dessureau. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, partout où il passe, il est apprécié et pour cause. Sa formule humour et musique en font un humoriste et un entertainer efficace et particulier. C'est plus de 3 décennies de travail au niveau professionnel et les nombreuses reconnaissances reçues en attestent de son talent qu'il distribue avec brio à chaque prestation. Il se passe de présentation avec nous pour nous partager son parcours et ses vues sur le métier. Un humoriste de longue expérience, le toujours drôle et unique, Julien Tremblay. Bonjour, Julien. Steve, un homme de peu de mots. Ah, puis j'ai raccourci parce que j'aurais pu en faire plus. Ben, bravo. Mais de partir de stupidité naturelle à intelligence artificielle, t'as une courbe de show, toi, comme si... C'est ce que j'aime chez toi, l'humilité. C'est ça, un vrai humoriste. Ah, OK. De rire de soi. L'autodérision, c'est de l'auto-guérison, Steve. Oui. Bienvenue chez toi, parce que pour les gens qui ne le savent pas, tu es ici en permanence à tous les vendredis. Tu es très drôle, Merci. toujours, je le répète. Maintenant, ma première question, d'où vient l'idée du combo humour et musique que tu présentes à chaque semaine? Ben, étrangement, ça s'est passé à Repentigny. Moi, j'ai habité ici 4 ans, j'avais une maison. Tu es natif de Repent? Je suis né à Repentigny, effectivement. On a déménagé en Ontario par la suite, quand j'étais très jeune, mais ici à Repentigny, à un moment donné, j'ai fait... On faisait des headlines, c'est 45 minutes. Puis ici, au bar, à l'arrière, le Saint-Maurice, je crois, je me souviens plus comment ça s'appelait, le Saint-Paul, le nom m'échappe, mais je suis allé faire mon 45 minutes bien normal. Merci beaucoup, bonsoir. Puis la semaine d'après, il y a un humoriste qui est tombé malade. Ah! Puis là, on m'a dit, tu peux-tu venir, t'habites à côté, puis on est mal pris. Puis j'ai tout fait mon stock la semaine passée. J'ai dit, non, mais viens, on est mal pris. Puis là, j'ai sorti des tiroirs, des idées. Puis j'ai dit, je vais prendre ma guitare, puis je vais tirer sur mes idées. Je vais aller dépanner. Puis ça s'avérait être un Eureka génial. Ouais, ben, génial. Dans le sens ça te Eureka. distingue. Oui, bien, effectivement. Il y en a d'autres qui font musique et humour, mais comme tu le fais, j'ai regardé plusieurs de tes capsules là, sur YouTube. C'est vraiment excellent. Pourquoi on devient humoriste? Ben, parce qu'on n'a pas le choix, Steve. Parce que c'est... Moi, c'est depuis tout petit, ça. C'est... Oui, parce que faire autre chose. Ce qui est particulier, on en parlait avant l'émission, c'est que tu as quoi, 32 ans de métier. Tu n'as pas fait d'autres jobs dans la vie. Toi, non. Tu vis de... C'est un privilège, tu vis de l'humour. C'est ce que tu voulais faire étant jeune et c'est ce que tu fais depuis toujours. Oui, bien, soit toujours sur scène, mais des fois, il y a parsemé de radio ici, un peu de télévision là. Oui. Puis ça a toujours été. Fait que on n'a jamais arrêté. Puis c'est ça qui est... C'est ça qui est le fun. On se renouvelle, on écrit, puis on a toujours la crainte de si bon, si pas bon. Puis... Ben ça, c'est l'autocritique il faut, mais des artistes, là. Puis de sortir de sa zone de confort aussi, tu sais, c'est assez... Pas se prendre au sérieux. Non, pas se prendre au sérieux. Pas de chaise versante. Pas de chaise versante. Qu'est-ce qui fait un bon humoriste en 2025? Ah, il y en a plein. Il y en a plein de... Je les envie tellement, les jeunes. Ils ont trouvé leur voix rapidement. Okay. Ce qui fait un bon humoriste, c'est quelqu'un qui est capable de trouver sa voix, la musique dans sa voix. C'était pas ton cas? Oui. Mais si tu me demandes, en 2025, qu'est-ce que ça prend? Bien, il y a de plus en plus de jeunes qui commencent, que je les vois, là, ils sont au bordel ou peu importe, ils ont déjà leur voix, ils sont déjà... Comme après 15 ans que j'avais travaillé, moi, puis que... Fait que ils ont de quoi d'unique, puis... plusieurs, là, puis je ris chez nous, je suis là, waouh! Ils ont vraiment une belle... il y a une belle cuvée 2025 pour eux. Julien, on voit parfois des gens, c'est un peu un paradoxe, qui dans la vie de tous les jours vont être plutôt timides, voire gênés. Et sur le côté professionnel, ben ils sont plus, tu sais, je veux dire, ils sont pas mal dégênés. C'est un peu mon cas. Est-ce qu'il faut être un peu show-off comme personnalité pour être un humoriste? Show-off dans l'art? Bien, il faut être soi-même, puis c'est sûr que si on veut pas avoir l'air d'un auteur qui compte ses blagues, il faut y mettre un peu de théâtre. Ouais. Tu sais, moi, avec la guitare,
Puis les crier des affaires, c'est moi fois 1000. Tu sais, c'est pas intéressant de voir Julien comme il est dans l'auto. Ouais. Mais sur scène, les gens payent de l'argent. Ouais. Fait qu'il faut leur en donner pour leur argent. Fait que c'est ça qui est important, c'est d'être vulnérable et extraverti en même temps. Comme en amour. Oh, bien Je sûr. suis poète aujourd'hui. Je vois bien ça. Julien, est-ce qu'il y a des sujets qui sont pour toi tabous que tu aimes mieux éviter? Hey, écoute, pas des sujets qui me viennent en tête comme ça. Oh, ça, faut pas que je parle de ça. S'il y a un angle. OK. Souvent, on va trouver dire- l'angle pour pas choquer personne non plus. Ben, pas choquer personne. Attends une minute, là. Est-ce que c'est drôle? Puis on sent que l'intention est pas malveillante. Ça, les gens le savent tout de suite. Fait que si... on dit souvent, on peut pas rire de tout, mais on peut rire avec tout. Fait qu'il y a pas de sujets qui me viennent en tête pour l'instant. OK. Mais il faut que, tu sais, ils disent en anglais « write about what you know ». C'est-à-dire comme... Fait que je vois pas, là, comment Ouais. je pourrais fâcher en parlant de mon bosseuse sécheuse. Julien, est-ce qu'il y a une grosse différence entre toi sur scène et dans la vie de tous les jours? Ben oui! Ben oui! C'est peu bien plus de rare. retenue. C'est bien rare que je vais au dépanneur et il me demande hey, l'Auto-Québec, puis je fais Not today, baby! Je crie pas. C'est sûr que non, je fais pas ça. Mais à la Ripoille, quand on est tous les vendredis ici, on dirait que la distinction, elle est plus mince, effectivement. Parce que j'apprends à connaître tout le monde, moi, qui reviennent. On est très près du public. Très près du public. Les gens viennent. Fait que là, il y a tous les gens qui reviennent. Puis là, je me souviens de Yvan, de Francis, Oui. de Sonia, de Nadia, pardon, de Sylvie. Puis là, quand je débarque de scène, il y a une franche camaraderie qui s'installe. Puis je suis un peu encore on. Là, tu sais, là, je suis pas comme hey, monsieur. Ouais. Non, on reste. Full connivence, comme on dit. Fait que c'est ça qui est le fun. Après tant d'années, Julien, est-ce que tu as encore une certaine nervosité, une certaine adrénaline d'avant-prestation? On fait des fois un petit peu d'eczéma sur le bord du poignet. Mais il y a longtemps, quand on est capable de changer stress pour gratitude, Oui. Ah, j'aime ça ta se réponse. place, là. Remporter un prix, plusieurs reconnaissances, comme dans ton cas, est-ce que ça encourage ou ajoute une pression additionnelle à l'artiste? Non, ça dépend ce que tu en fais. Il y en a qui gagnent des... Non, mais personnellement, moi, c'est une marche. J'ai plus appris dans mes fails puis mes échecs que dans des prix que, tu sais, qu'on gagne. Ah, un prix, ben merci, j'ai réussi. Tandis que mon fail, il y a 5 affaires que j'ai appris à pas faire. Une leçon artistique Une leçon pour là-dessus. s'améliorer. Exact. Donc, tu as gagné à 16 ans un concours où il y avait 8500 participants. C'était Juste pour jeunes. Et ça t'a amené à Juste pour rire à 16 ans. Tu as fait l'École nationale de l'humour en 95. Tu as travaillé notamment avec Mario Lirette durant 7 ans à Radio Énergie. Oui, tu as travaillé vrai. à Musique Plus, TQS. Est-ce que ce concours-là, remporté contre 8500 participants, c'est l'étape ultime qui t'a propulsé? Ben quand tu as 16 ans, c'est sûr que ça m'a amené un gérant, ça m'a amené une direction. Vraiment, c'était... C'est le moment le plus important de ta carrière, finalement. Ben c'est ce qu'il y a. Je sais, c'est ce qu'il y a. Avant, je faisais des concours d'oratoire où je gagnais des étoiles en impro et tout ça. Puis là, ben, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a mis au Saint-Denis. Oui. Fait qu'à partir de là, c'est sûr que c'était l'envoi, là. Dans nos conversations en pré-entrevue, ce que je voyais, c'est que tu n'es pas un passéiste. Pour toi, le passé, c'est le passé. On regarde en avant. Est-ce que pour toi, ça représente une clé, ça, dans ton approche? Je pense pas. Je pense que c'est plus... c'est comme un réflexe qui est devenu une habitude, qui est devenu mon tempérament, qui est devenu moi. C'est comme... Parce que des fois, tu vas demander des anecdotes dans le passé. En passant... j'ai jamais vu un gars de podcast autant préparé. Hein. Il appelle pour des pré-entrevues. Il appelle pour dire « M'excuse, on va faire la pré-entrevue. » Il est à la coche, il est préparé. Puis là, tu me demandais des affaires du passé, puis j'étais comme « Je me souviens même pas. » C'est comme... C'est comme... Pas parce que j'en ai... Oui, oui. Mais j'ai un gérant qui a plein d'anecdotes. C'est dans le temps quand on l'a fait. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas que je me fous du passé, c'est juste que c'est un réflexe d'avoir hâte à demain. Ben oui, c'est correct aussi. Je pense que c'est une bonne approche. Julien, est-ce que tu cherches à faire réfléchir ou seulement faire rire? J'aurais jamais la prétention de dire je fais réfléchir. Ouais. Jamais?
Ben non, j'aurais jamais... C'est jamais arrivé que tu as fait une blague ou tu as préparé un numéro puis tu t'es dit « Ah, ça va être bon, ça peut peut-être faire une prise Non, en non, conscience. non, non, non. C'est-tu drôle? Est-ce que ça sort bien de ma bouche? Est-ce que j'ai l'air de ce que je dis? Mais de là à penser que... Ouais. Quand tu écris une joke, pour moi, parce que j'aime pas penser aux les circonstances après. Ah, ça va être populaire. Ah, ça va applaudir. Ah, ça va... Sais-tu? C'est une bonne chose. Si t'as lu, les mots sont placés, il y a une musique en arrière, il y a de quoi le pierre, boum, bang. Yes. Là, la joke est là. Mais de dire, de voir, parce que si la perception des gens leur appartient par la suite. Ah, tu m'as fait réfléchir. Cool. Ah, j'ai rien pensé. Parfait. Qu'est-ce qui fait une bonne blague, Julien? La surprise. J'imagine la surprise, hein, quand on est surpris. Parce qu'une bonne... Rire, c'est involontaire. Fait que c'est... Ah! Ça, c'est quand t'es capable de le chatouiller. C'est pas facile de faire ça. C'est pas facile de faire d'avoir d'écrire puis de... Fait qu'est-ce qui fait une bonne blague? Oui. Je cherche encore. J'en écris tout le temps. Et, ça dépend des gens qui sont là puis qu'est-ce qui résonne avec les gens. Oui, oui. Il y a beaucoup de facteurs qui fait une bonne blague. On m'entend dessus. Ça, c'est déjà une bonne, tu sais. Fait que la surprise, j'imagine, le dénominateur commun de tout ça. Tu es humoriste, tu es musicien, mais tu me disais que je me prends pas vraiment au sérieux comme musicien. Tu essaies de rendre justice à une chanson dans ton répertoire, mais tu te prends pas au sérieux comme musicien, même si ton talent est là, parce que tu joues du drum aussi. Oui, j'ai joué du drum. J'avais des bandes, puis ici, à Harry Potter, c'est ça qui est le fun, c'est que le vendredi, je peux venir rocker la guitare, puis jouer toutes les tunes que j'ai toujours aimées, de Santana à Stone Temple Pilots, à Blink 182, qui est mon poids, d'ailleurs, 182. Ah, c'est bon. C'est un adon. T'as maigri? Oui, un petit peu. Tu te définis comment à titre d'humoriste? Je sais pas. J'ose espérer drôle. Non, mais ta façon de procéder, ton approche... je suis pas capable de la définir. Je sais pas en tout. Tu te définis comment comme intervieweur, toi? Sérieux qui se prend pas au sérieux. C'est-à-dire que je suis un paradoxe ambulant. Non, mais je suis là pour extraire le jus. Et exemple, on en parlait avant l'émission avec Jean-Sébastien, qui est professeur en informatique, mathématiques. Oui. On disait, on va essayer de présenter ça de façon que vulgariser, que ce soit pas lourd. Ouais. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Mais toi, comme humoriste, tu dois avoir un petit quelque chose que tu te dis, ben ça me définit. Fort sur l'improvisation. Oui, j'aime bien ça. Ben oui, c'est sûr. Moi, j'aime être près de mon public. J'aime... avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu peux tellement être distancé en faisant semblant d'être proche que... serrer la main puis d'être là après puis de jaser, ça, c'est... J'ose espérer que c'est quelque chose qui me définit. Dans toute sphère d'activité, ben, on évolue, on s'améliore. C'est quoi la différence, disons, entre Julien comme humoriste en 92 et en 2025? Oh my God! Allez pas immense. voir sur YouTube, c'est immense. C'est atroce, regardez ça. T'es gêné? Écoute, ben c'est gênant parce que ça vieillit mal de l'humour des fois. Puis moi, j'ai 16 ans, puis mon jacket, il est là, puis je parle de passe-partout. Je récite mes blagues. Et là, je fais un punch. Eh, mon Dieu! On va mieux effacer ça. Ben non, parce que ça fait partie de l'évolution. C'est ça qui est... C'est quand même... Mais tu trouvais pas bon au début? Ben, non, j'avais une arrogance naïve en pensant que j'étais bon, moi. Puis mais quand tu regardes ça avec la perspective, du recul par la suite, tu fais, ah, là, je vois, il y a une graine là, qui est semée, puis on peut voir le potentiel. Étais-tu un enfant tannant? Écoute, il faudrait demander à mon prof de 5e année, M. Parisien, avait instauré de l'impro à l'école parce qu'il m'a dit, là... T'as calmé? Oui, puis il dit, si on fait ça le midi, pour le restant de la journée, tu fermes ta gueule. Fait que je pense que j'attendais tout le temps un blanc pour puncher ou de... Okay. Tout était une excuse pour faire rire. Après 30 ans de métier, c'est quoi ta plus grande fierté? Est-ce qu'on pourrait suggérer que c'est ta longévité? Ma fille... non, mais je parle professionnellement. En même temps, ça aussi. Professionnellement... Répète la question. C'est quoi ta plus grande fierté professionnellement? De jamais prendre pour acquis que... Pas de chaise versante pour Julien. Non, c'est d'écrire, d'avoir peur, de revenir, de le faire, de toujours commencer. C'est atroce, là. C'est tout le temps... Je pourrais rester sur le même show pendant 5 ans, mais on fait tout le temps les nouvelles affaires. C'est
Puis Moi, je comprends. de ne pas avoir peur de cette peur-là, ça, je suis très fier. Parce que On va rester dans la même veine. Est-ce que le processus d'inspiration, de composition de tes numéros, est-ce que c'est souffrant pour toi, que ça te prend à n'importe quel moment de la nuit, exemple? Oh, c'est n'importe quand. C'est vraiment Donc, que... c'est souffrant pour toi? Non, c'est pas souffrant. C'est même que je suis tannant avec ça. Des fois, il y a quelqu'un qui dit quoi? Je fais « Oh, ça, c'est bon! » Tu dors avec un calepin? Il y a tout le temps un calepin proche, ça, c'est sûr et certain. Ben oui. Et pas d'influence dans ton cas. Tu m'as dit que tu n'avais pas de modèle et t'en veux pas, ou à peu près, à part Nate Bargatze, là, tu m'as dit. Nate Bargatze, en ce moment, c'est un humoriste très pur. Mais tu n'aimes pas les modèles parce que tu veux pas être influencé. Ben, j'aime pas ça. Je suis un fan, moi. Je suis tout le temps en admiration. Fait que. Je veux pas trop regarder. J'en vois plein de nouveaux que je fais oh wow, c'est juste une blague ou deux, mais m'asseoir de regarder quelqu'un, j'en ai suivi dans ma jeunesse, mais j'ai tellement peur d'être influencé que je veux tellement. Mais pas tellement pour rester moi-même, c'est ça. Garder ton style propre. Ouais, je voudrais pas. Tout récemment, Garou, un artiste bien connu ici au Québec, sur les ondes du 98.5 FM, disait, et je le cite, et je veux que tu commentes, « L'artiste recherche l'amour. » Ben oui. L'amour, c'est tellement beau. L'amour... L'amour du public, j'entends. Ben, c'est parce que s'il n'y a pas d'amour, on ne vend pas de tickets. L'approbation, finalement. Ben, s'il n'y a pas d'approbation, on ne vend pas de tickets. Fait que, il faut... L'idée, c'est de remplir la salle. Fait que c'est pas... Les gens, sur les réseaux sociaux, ils haïssent, ils écrivent. Mais les gens, dans la vraie vie, ils haïssent, ils viennent pas. Fait que ça prend de l'amour, effectivement. Okay. Est-ce qu'on s'améliore encore après 3 décennies de métier? Ben, j'ose espérer là, que... Ben oui, là, s'améliorer. Dans mon procédé, je pense que... C'est plus facile pour toi? C'est jamais facile, non. Mais il y a moins de peur, mettons, de... Plus confiant. C'est pas grave s'il y a un silence, s'il y a quoi qui n'est pas planifié. On respire, on est dans la zone. J'ai moins de trouble maintenant d'aller dans la zone puis de me laisser aller sans penser. Ça m'amène justement à ma prochaine question dans les qualités de l'humoriste, de l'entertainer. L'humilité, c'est en haut de la liste. Je ne sais pas. Martin Matt a fait ta carrière sur le contraire de ce que tu viens de dire là. Oui, mais c'est un personnage. Oui, mais... Je pense pas que Martin est comme ça dans la vie de tous les jours. Mais je ne sais pas si l'humilité, c'est... faut rester vrai à soi-même. Hein, fait que si les gens sont... D'accord avec toi. Sont authentiques, bon, ben si l'humilité vient là-dedans. Sinon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Il y a juste à rester soi-même. On va parler de mathématiques un peu maintenant. Certainement. Durant tes prestations, tes numéros, le pourcentage de contenu préparé versus improvisé, tu dirais c'est quoi? 15 improvisé. 15 seulement? Oui, 15-20 oui. C'est pour... L'improvisation, c'est vraiment pour faire sentir aux gens on vit un moment en même temps, nous sommes ici, vous ne regardez pas la télé. On passe un moment ensemble Mais le reste, on écrit des gags. Intéressant. On peut pas faire 50 minutes sur Jean-Paul en avant. Maintenant, la popularité, ça peut entraîner quelqu'un vers des tentations. Est-ce que la discipline personnelle est très importante pour l'humoriste? J'imagine. Je dis, moi, j'ai fait des phases, là. Effectivement, il faut rester alerte, là, c'est sûr et certain. Donc, il n'y a pas personne vraiment qui réussit 45. Fait qu'il faut un minimum de professionnalisme, oui. Une petite dernière avant la pause. D'accord. Ton impression des réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment important pour l'humoriste? Parce que ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être bon comme ça peut nuire. Oui, ça, c'est sûr et certain. Écoute, pour vendre l'étiquette, pour booster, pour que le message soit là, c'est super important. Mais ça fait longtemps que il y a des documentaires sur ce que les réseaux sociaux font aux jeunes. Puis ils disent, on vous connecte, mais on n'a jamais été aussi séparés. Donc, je vais t'en improviser une avant la pause. C'est le gars qui débute un nouvel emploi. Il est toujours en retard. Fait que le patron va le voir, son nouveau patron. Il dit, là, monsieur, vous commencez un nouvel emploi. Ça fait 4 fois cette semaine que vous êtes en retard. Ça veut dire quoi, ça? Le gars, il dit, ça veut dire qu'on est jeudi. Voilà. Julien, nous allons prendre une petite pause. Voilà. Ça sera pas tellement long. Merci, plaisir. Bien heureux de te... C'est juste une pause. OK, On n'a pas pour... T'as un verre d'eau, là. Merci beaucoup.
Puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici. On vous offre d'excellentes assiettes, et ce, 7 sur 7. Des spécialités aussi, je vous recommande fortement la pizza au four à bois. Ça est vraiment extraordinaire. Une atmosphère appréciée, vraiment des spectacles de qualité. De tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. Donc, la brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un humoriste expérimenté dont le talent est incontestable, Julien Tremblay. Comme je vous le dis à chaque semaine, toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique comme toujours au programme. Demain, jeudi 29 mai, 19h30, c'est la formation officielle de la Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place. Je vais vous en nommer quelques-uns. Céline Jean, Pierre Boutillier, Marc Jean et Stéphane Trudel notamment, pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive colorée. Et demain, donc, le jam session du jeudi est fait important et plutôt rare, comme le lendemain, le 30 mai dès 20h avec les vendredis à Julien. C'est tout à fait gratuit pour y assister. Yeah. Et parlant de Julien, notre invité, ce n'est pas compliqué pourquoi il est non seulement performant, mais aussi apprécié partout où il passe. Il est près de son public, très drôle comme humoriste et excellent musicalement. Et à ce sujet, le répertoire de Julien, comme on le mentionnait tantôt, est vaste et savoureux. Tout y passe, de Santana et Blink-182 en passant par Daniel Bélanger et plusieurs chansons québécoises. Ça promet comme ambiance avec cet artiste multitalentueux. Les vendredis, nous serons en mode country. Oui, monsieur. N'est-ce pas, pour l'occasion? Et toujours ce vendredi 30 mai, dès 22h, pour les nombreux nostalgiques de dance music de la belle époque. C'est DJ Modeste qui vous attend de pied ferme pour l'événement Back to the 80s. Vous aurez compris ici qu'il s'agit de revivre cette si belle décennie inoubliable au son des meilleurs tubes de l'époque. Une soirée explosive en perspective. Seulement 10 $ à la porte pour y accéder. Par ailleurs, une nouveauté ici à la Ripaille pour les amateurs de danse en ligne, de bonne musique aussi pour ce type d'événement. Le dimanche, maintenant, dès 11h le matin, on vous attend pour déjeuner ou dîner et l'occasion est parfaite pour faire de belles rencontres et se faire de nouveaux amis au son d'une musique diversifiée, ce qui est la spécialité de la Ripaille. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant de grande qualité. Et ce, depuis 1975. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Mon cher Julien. Oui. Être humoriste. Moi, j'ai juste de voir une performance géniale. Avez-vous remarqué le professionnalisme de ce gars-là? Pas pargé une fois, livré de main de maître. T'es gentil. Bravo. Être humoriste, on travaille sur la route, une certaine popularité. Vaut-il mieux être célibataire? Monsieur, ben non, l'amour a sa place tout le temps. Ben non. C'est plus comme... Je pense plus que c'est comme c'était. Moi, en tout cas, je reviens à la maison. On part 3 jours, on revient. Tu es en couple? Oui. OK. Ben oui, puis... disons, mettons l'humoriste qui a 25 ans. Ouais. Puis qui fait un petit peu sa jeunesse. Ben là, il n'y a pas de trouble avec ça non plus. Comme un plombier ou un avocat ou un prof de maths. C'est la même chose pour tout le monde. Vaut mieux être célibataire quand on est prof de maths, hein, Jean-Sébastien? Vaut mieux être célibataire quand on est prof de maths, certain. Et il y a plusieurs filles qui ont son numéro. Mais les vendeurs de balayeurs, ça route aussi, tu sais. C'est comme... Oui. C'est comme... Quand t'es beau garçon. Même pas. J'imagine... Écoute, elle est drôle ta question parce que... Ça dépend toujours de la personne. D'imposer, c'est une question que je pose à tous les DJ qui viennent à l'émission. Ah oui? Et il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non, tu sais. OK. C'est quoi le pire défaut pour un humoriste? Je pense savoir qu'est-ce que tu vas me répondre. Le pire défaut... des fois, d'être trop long avant ton punch, de répéter souvent la prémisse. OK. Aussi, de ne pas être rythmé,
de penser, de prendre pour acquis que c'est dans la poche tout le temps. Tu sais, qu'il y a, le pire défaut, ça serait encore la chaise berçante. Ça serait de perdre, ça serait de devenir tellement pas comme les gens qu'ils se retrouvent plus quand tu parles. Donc, se prendre au sérieux. Le manque d'humilité, un peu. Je pense pas que c'est ça. Tout s'est dit. Fait que, mais d'être... le pire défaut, c'est d'être pas drôle, dans le fond. C'est pas compliqué. Elle est bonne. Elle est vraie. Julien, nous sommes tous humains. Que faire un jour où l'humour, l'énergie n'y est pas? Peut-être suite à une mauvaise nouvelle, tu t'es peut-être disputé, disons, avec ta conjointe, et qu'une prestation est à l'horaire le jour même. Ça m'intrigue de savoir qu'est-ce que tu fais. Ça te tente moins ou t'es pas dedans? C'est arrivé, ça, mais une fois... C'est comme les gens quand ils disent qu'ils s'entraînent. Moi, je ne sais pas, je m'entraîne pas. Mais j'entends tout le temps des gens qui vont au gym qui disent « Ça me tentait pas d'aller au gym, mais quand je suis sorti de là, je suis... » Puis, je pense que c'est la même chose. Il y a des fois, ça peut arriver, une chicane ici, une mauvaise nouvelle là, de quoi à faire, puis que je peux pas, j'ai un show, j'arrive après, quelqu'un à l'hôpital, tu sais. Et c'est là qu'il faut livrer la marchandise. Il faut être un pro, puis les gens payés, on le fait comme si de rien n'était. Te vois-tu comme un perfectionniste? Écoute, ça dépend. Des fois, il faut lâcher prise. Faut pas que ça soit maladif. C'est Michael Jackson qui disait « Beat it, t'es rendu numéro 1 partout dans le monde, puis il trouvait pas le mix encore parfait. Ouais. » Puis là, il est comme, à un moment donné, ça appartient au monde. Faut lâcher prise. Ouais, c'est ça qui existe. Ça aussi, pas facile, parce que... Pour la personne elle-même et pour l'entourage aussi. Je sais pas pour l'entourage, mais je sais que quand tu donnes naissance à quelque chose, à un moment donné, c'est ça qui existe, OK. Mais des fois, on veut trop que ça existe d'une autre façon, on trouve. Il faut lâcher prise à un moment donné. C'est ton agent François Lavoie qui t'a montré à jouer de la guitare? Oui, quand on était jeune, ben oui, il m'a montré ça, lui. Fait que vous avez vraiment une communion entre vous deux, c'est non seulement professionnel, mais personnel. Ton meilleur ami. C'est de la famille, Frank. Sur scène, ce que tu as remarqué, quels sont les sujets qui font le plus rire? Écoute, c'est drôle. Ça va dépendre des fois. Des fois, il y a plus de têtes blanches dans la salle. Ouais. Des fois, c'est plus 18-35. Des fois, ils sont chauves. Des fois, ils sont capillairement pas choyés. Mais les sujets, c'est souvent... Moi, j'aime ça quand ça va rejoindre les gens, parce que le rire donne beaucoup d'informations. Donc, ça me dit l'âge qu'ils ont, ça me dit la référence, qu'est-ce qu'ils ont regardé. Oui. Ce qui va chercher les gens, c'est vraiment les références avec l'actualité un peu. Peut-être l'actualité aussi, parce que des fois, ça sert toujours. Mais quand il y a une référence que tu dis, il n'y a personne qui a pensé à celle-là, pourtant, elle était drette là, puis tu fais, oui, c'est vrai, moi aussi. Tu sais, quand ils vont dire moi aussi, puis qu'ils l'ont pas entendu avant, ça, c'est un beau bullseye, ça. Est-ce que l'humoriste est habité d'une certaine rébellion? Écoute, je ne veux pas généraliser pour les gens. Parce qu'à travers les blagues, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on dénonce aussi. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'humoriste est un rebelle? Il aide à la psychose de la masse, en tout cas. Okay. Quand il y a une psychose de la masse, il y a deux façons de s'en sortir. Il y a le microcosme de gens qui ne veulent pas faire comme les autres, puis il y a aussi l'humour de rire d'eux. Donc, à ce moment-là, ça peut être un petit peu rebelle. Mais chacun son style. Il y en a qui veulent plaire à tout le monde. Il y en a d'autres qui disent, si je plais à tout le monde, je plais à n'importe qui. Il y en a d'autres qui sont nichés. Ce qui fait que tu es capable d'être toi-même puis de pouvoir bien dormir le soir, rébellion ou pas, si ça fait partie de ta personnalité. You go, girl! Tu es pas mal toujours concentré sur ton métier puisque tu n'as pas vraiment de loisirs, tu ne pratiques pas de sport. C'est ce que tu me disais en pré-entrevue. Pas compliqué. Non. As-tu déjà joué, as-tu déjà pratiqué devant un public hostile à ta cause? Ben oui. Pratiquement recevoir des tomates? Des fois, tu pratiques des choses, tu veux booker des places pour en rodage. Mettre en rodage, juste de booker ça. Puis des fois, ils sont là pour le spaghetti extra boulette, en spécial, le jeudi. Puis, mais quand tu es capable de faire autant ces endroits-là que les endroits que les gens ont payé un billet pour te voir, si ton gag marche à tous ces endroits-là, quand tu arrives, quand ils ont payé un billet, tu es certain qu'elle va marcher, il y a moins de stress à ce moment-là. Donc, tu as déjà perdu le fil de ton texte sur scène? Oui, mais des fois, quand on pratique, on se met des petites notes, là. Mais
Ben oui, à un moment donné, c'est voici, je t'ai rendu, moi, ouais, ça arrive, ça, des fois, parce qu'il y a quelqu'un qui parle. Là, tu vas retourner ça et puis tu vas faire une blague avec ça. Ben oui, c'est ça. Là, on va parler d'anecdotes. Tu m'as raconté, tu as vécu quelque chose sur scène avec Éric Lapointe à Blainville, Ouais. alors que tu jouais du drum. J'aimerais que tu nous relates ça un peu. Ben écoute, faut se mettre dans le contexte. Là, tu sais, c'était chaud. Emmanuel Auger, puis un paquet de bandes de 4 heures l'après-midi à la minuit, 2 heures, 3 heures. Il y a tout le temps Offenbach qui embarque, il y a Lapointe, il y a Kevin Paré. Il y a plein de monde, puis Cain, puis on est tout le temps en loge, puis on a du fun ensemble. Puis des fois, les gars de la chicane vont jouer avec Cain, puis des fois, les gars de Noir Silence vont... Puis là, tout un gars, puis... Ouais. Fait que ça se mêle un peu. Puis ben, à un moment donné, c'est Éric Lapointe qui joue tout seul acoustique, puis moi, je vais jouer du drum, moi. Fait que pendant qu'il chante, il est là. Il essaie de m'en aller. Poussez par là, ta gueule! Fait que j'ai fait... Oh! Je me suis en allé. C'était pas ma place. On t'a indiqué la sortie. On m'a indiqué la sortie. Julien, la vocation de l'émission, évidemment, c'est de faire connaître les gens derrière le statut. On va terminer avec ce que j'appelle les questions rafales. Tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase, des questions un peu personnelles. Oh boy. Il n'y a rien qui va te mettre dans l'embarras. Ben non, ben Pourquoi les relations hommes-femmes semblent plus compliquées que jamais de nos jours? Ben parce que les gens ont plus de patience. OK. Ta première voiture, c'était quoi? Acheter la Ford Tempo à ma mère, puis après ça, le Mazda Presidia. OK. Ton premier disque vinyle? Who's That Girl? Madonna. Oh, wow! 86. Et voilà, ouais. À quel âge ton premier amour? Ah, la serveuse. Je veux pas te faire pleurer. Non, pas en tout. Tu l'as pas encore oublié. J'avais 6 ans, j'avais un gros pied que c'est la serveuse qui travaillait au vieux château à Osbury. Ton acteur favori? Ben là, je viens de voir Mission Impossible. Le dernier Mission Impossible. Il n'y en a pas comme Tom Cruise. Hein. OK. Pourquoi? Ben parce que c'est ses propres cascades. J'ai jamais vu quelqu'un remplir une mission aussi impossible. Et très humble dans la vie de tous les jours aussi. Ça, je pourrais pas le dire. Je sais pas, je le connais pas. Ton actrice favorite? Écoute, voyons, Bossé, voyons... Une Québécoise? Oui. Isabelle Bossé. Anne-Elisabeth Bossé. OK. Ton film le plus marquant de ta vie? Ferris Bueller's Day Off ou Back to the Future. OK. Tu te vois où dans 10 ans? En train de prendre une douche. La réaction, le rire de la foule, finalement, c'est la véritable paye de l'artiste, de l'humoriste? Ouais, c'est sûr que ça paye pas mon loyer, mais c'est toujours agréable. Ben oui, une belle relation avec le public, il n'y a pas rien comme ça. Là, tu as un nouveau spectacle pour le 31 mai. Oui, à Bercy-sur-Mer. OK. Si tu veux nous en parler brièvement. Il est, écoute, c'est un show. Là, t'es en rodage? Oui, je suis en train de le pratiquer, là, puis le show, c'est... J'essaie d'expliquer comment j'ai voulu écrire le show, mais tout ce qui m'a dérangé en écrivant le show. Fait que c'est tout... C'est ça, le show. Y a-tu d'autres choses cet été? Des podcasts, des projets, beaucoup de musique, puis repartir tous les vendredis à Ripoll. Oui, évidemment. Merci de ta présence à l'émission. On se donne rendez-vous ici pour les vendredis à Julien dans 2 jours, justement. Je te souhaite un bel été, beaucoup de succès et je te dis tout simplement à bientôt. Merci Julien. beaucoup, M. Steve. Merci, très gentil. Un plaisir. Mathématiques. Bon, ça sent bien. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. L'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère surtout, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière, qui sera d'ailleurs avec nous la semaine prochaine. Les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite et les régimes d'assurance vie. Tout ceci, évidemment, dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, Shorna Astin, le numéro de téléphone dans le 438, c'est le 878-6504. Maintenant, il est dorénavant possible de voyager tout en se ressourçant et en se retrouvant bien avec soi-même dans une ambiance des plus agréables. En effet, c'est ce que vous offre Linda Jonf, organisatrice de croisière bien-être, afin d'aller de l'avant avec parfois notre vie qui nous dépasse. Vous pourrez vous retrouver grâce à des outils utiles, une atmosphère de détente, une réflexion sur soi, un service et de la nourriture de grande qualité. Vous en avez assez de courir cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable et ce, à prix abordable pour
Pour justement rejoindre Linda Jonf, l'organisatrice de croisière Bien-être, c'est le 581-993-5145 ou tout simplement le www.lindajonf.com. Donc, pour de belles vibrations, une croisière et une croissance personnelle, et la vie ne pourra être plus belle. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus, soit l'atelier de mécanique Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif, et ce, à des prix compétitifs, un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Plus de 20 ans, donc, de pignon sur rue depuis 20 ans, une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. L'intelligence artificielle se retrouve de plus en plus au cœur de notre monde moderne et de nos conversations. Et pour plusieurs, il s'agit d'un sujet suscitant crainte et controverse. Pour nous guider et répondre à notre interrogation, justement, sur ce thème, notre invité est professeur au département mathématiques et informatique de l'Université du Québec à Trois-Rivières en intelligence artificielle. Avec nous, un homme dont le cerveau est plus que fonctionnel, le sympathique Jean-Sébastien Dessureau. Bonjour, JS. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Heureux de te revoir parce qu'il y a 3 ans, tu nous as accordé une entrevue au Bâton Rouge. Avant de parler d'intelligence artificielle, je vais te dire une chose, tu es loin d'être un con. Pour faire ce que tu fais, là, non, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas tout le monde qui se rend à ce niveau intellectuel. Tu travailles avec des gens qui sont en doctorat. Donc, c'est important le rôle que tu as. Est-ce que tu développes une relation peut-être un petit peu plus, sans dire intime, mais plus proche avec tes élèves que tu dois guider, qui sont dans l'étape importante du doctorat? Ben, tout à fait. On n'a pas le choix. En fait, j'ai des étudiants au bac aussi. J'avais un groupe de 151, je crois, dans un amphithéâtre. J'ai quelques étudiants à la maîtrise et quelques-uns au doctorat aussi. À partir du moment où à la maîtrise et au doctorat, là, c'est une relation qui est tout à fait spéciale dans le sens que c'est des gens qui travaillent beaucoup de jours, mais aussi de soir, de week-end. Il faut être toujours, professeur d'université, il faut être disponible à peu près n'importe quand. Parce qu'il y a des gens aussi qui vivent des choses. Absolument. Et là, tu dois être humain, de comprendre. Absolument. Donc, conciliation, études, travail, etc. Et donc, à un niveau quand même très avancé. Donc, dans certains cas, ils choisissent le samedi soir pour déposer une publication scientifique. Oui. Et donc, là, il faut être pas loin pour dire, hop, là, il te manque telle information et tout ça, réviser dernière minute. Donc, c'est un peu, on dit qu'il faut être disponible à peu près 24 sur 24, 365 jours par année. Et tu as un CV bien garni. La dernière fois qu'on s'est vu, jusqu'à tout récemment, je dirais jusqu'à l'an dernier, tu étais formateur, recherchiste pour la cellule d'expertise en robotique et intelligence artificielle au Cégep Trois-Rivières. Oui. Donc, professeur, ça veut dire enseigner l'informatique au bac? Oui. Recherche de supervision en maîtrise et doctorat. Oui. Service à la collectivité. Exact. Qu'est-ce qui fait un bon enseignant, Jean-Sébastien? Il y a plusieurs choses, en fait. Puis je dirais que c'est un peu comme un humoriste, comme on vient de voir. C'est-à-dire que chacun a sa couleur. Il y en a quelques-uns qui, je dirais, au niveau universitaire, il y en a qui peuvent être un petit peu entertainer, mais c'est pas nécessairement la qualité recherchée, mais ça peut aider, bien sûr. Oui. Quelqu'un qui peut avoir des talents de communication, ça peut aider aussi. Quelqu'un, dans certains cas, peut avoir pas tant de talents de communication, mais tellement brillant et tout ça que les gens l'écoutent assidûment quand même. Oui. Il y a plusieurs profils de professeurs. Justement, ça m'amène à ma prochaine question. C'est peut-être un préjugé, mais enseigner les maths, c'est renommé comme étant une matière un peu plate. Ouais. Donc, ta job, c'est de rendre le tout agréable. Oui. Pas trop méthodique et non. lourd. Oui, bien sûr, mais je dirais niveau bac ou enseigner au niveau maîtrise, j'ai pas tellement le souci d'être intéressant, je dirais. En fait, tu veux pas faire l'humoriste? Non, pas nécessairement. S'il y a des blagues qui viennent, bien sûr, avec plaisir, puis donc il y a un côté humain, mais le souci, c'est vraiment de bien expliquer les choses. Puis je dirais que les étudiants, là où ils sont rendus, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent quelqu'un qui est très, très compétent puis qui va leur apporter quelque chose qui va aller plus loin. Puis la motivation, elle est intrinsèque. Il ne faut pas nécessairement les accrocher. Quand on est... quand on diffuse la science, je dirais ceux qui sont là pour la bonne raison vont nous écouter.
Ouais. Peut-être un aspect insoupçonné que tu pourrais nous nommer. Qu'est-ce qui est le plus exigeant dans ton rôle d'enseignant à l'université? En fait, l'enseignement, c'est une partie. Et comme je l'ai fait dans le réseau collégial, une partie de ma vie, je dirais que ça, c'est une partie ça va bien, ça coule tout naturellement. Je dirais, comme tu disais tantôt, il y a 3 parties dans mon travail. Oui. Il y a la partie enseignement, justement, mais la partie recherche, pour moi, c'est la plus importante, c'est-à-dire faire mes recherches, c'est-à-dire c'est de faire des publications scientifiques. Et quand on fait une publication scientifique, que ce soit tout seul ou avec une équipe de profs universitaires ou avec une équipe d'étudiants, oui. Et là, l'idée, c'est un long travail. Il faut repousser les limites de la science. Okay. Donc là, c'est un processus qui peut prendre des mois et des années avant d'avoir un papier qui est publié. Pour moi, ça, c'est la partie qui est la plus exigeante, qui est la plus difficile. Okay. Sinon, la partie service à la collectivité, comme oui. Aujourd'hui même, ça en fait partie. Par exemple, l'entrevue qu'on fait en ce moment, c'est comme on essaie de sortir de notre bulle puis d'aller vulgariser la science sur les tribunes où on peut le faire. Ça en est. Et un aspect, peut-être que les gens oublient, quand un élève est en doctorat, il doit participer d'une certaine façon à la collectivité. J'aimerais que tu commentes là-dessus. En partie à la collectivité, mais en partie c'est surtout contribuer à la science. Donc, pour soutenir sa thèse de doctorat, il faut qu'il repousse les limites de la science. Et ça, c'est quand même, c'est pas rien, là. Puis il y en a qui peuvent essayer, puis qui peuvent être très, très bons, puis faire une très, très bonne synthèse des connaissances actuelles, mais il faut qu'ils réussissent à repousser les limites de la science, à mettre une contribution, ne serait-ce que modeste. Il faut qu'ils repoussent les limites de la science. Découvrir quelque chose. Bon, oui, là, c'est comme le Graal, disons, découvrir quelque chose de nouveau, mais tout simplement contribuer en repoussant un petit peu la limite. Et là, l'objectif est atteint. Et c'est ça qui est le défi. C'est ça qui tu sais, en fait, c'est pas tout le monde qui peuvent rendre. Il y a plusieurs qui commencent la thèse et qui la finissent pas. On peut dire que tu es un homme de défi. Oui. Hein? Oui, autant aussi, on va en parler tantôt, tu es un grand sportif. Oui. Parlons maintenant de l'intelligence artificielle. C'est ce qui motive ta présence à l'émission en premier. Un monde futuriste où la machine finit par dominer l'humain. Est-ce que c'est une utopie de film futuriste ou une réelle menace? Oui, ça serait une dystopie si ça arrive. Si elle domine, ça serait une dystopie. Okay. C'est-à-dire que tous les scénarios sont sur la table. Okay? Moi, je suis pas là pour défendre ou faire peur. Ni mettre des lunettes roses, ni mettre des lunettes noires. Je pense qu'il y a une certaine menace. Tu y vas sur le factuel. Sur le factuel, et le factuel est dans l'avenir. Donc, on ne le sait pas, mais je dirais qu'il faut être prudent. Okay? Il faut pas... Est-ce qu'on l'est assez? C'est difficile à dire. Parce que c'est wide open, comme dirait l'autre. Oui, encore, c'est beaucoup. Là, il y a pas... En fait, il commence à avoir quelques règlements. Bon, je salue l'initiative des politiciens qui prennent des mesures, justement, pour dire que tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. Oui. On peut pas... Par exemple, un exemple très concret, si quelqu'un prend toutes les entrevues de Steve Reed des 10 dernières années et qui décide qu'il se fait un podcast ou une émission sur la base de la voix qui est entraînée, puis les réponses probables que Steve Reed donnerait, tu serais probablement le premier à t'insurger. Bien, ça, c'est une mauvaise utilisation de l'IA. Exactement. On en voit beaucoup sur Facebook. Oui, et c'est ce qu'on appelle un deepfake. Donc, on ne peut pas laisser aller. Il faut passer des règlements, des lois pour dire qu'on interdit ça. Donc, en gros, est-ce que l'IA fait peur? Je dirais oui, jusqu'à un certain point, parce que l'humain me fait peur aussi. C'est-à-dire que l'humain... L'avancée technologique va toujours servir autant le mal que le bien. Tout à fait. On l'a vu avec la bombe Hiroshima et tout ça. Voilà. Fait qu'est-ce que l'humain a des belles valeurs pour contrôler tout ça? L'humain est capable du meilleur, mais du pire. Exactement. Donc, c'est son outil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est exactement ça. Depuis 3 ans, comme tu me le soulignais en pré-entrevue, il y a un progrès au niveau de la recherche. C'est exponentiel présentement, plus que jamais. On est dedans, là. Tout à fait. C'est indéniable. En intelligence artificielle, dans plusieurs autres domaines, mais spécialement robotique et intelligence artificielle, on est dans une exponentielle et là, il n'y a rien qui laisse croire... Sky is the limit. C'est-à-dire que il y a des grandes possibilités pour le futur. Il n'y a rien qui laisse croire qu'on est sur le point d'atteindre un plateau. En tout cas, à ce jour, les publications scientifiques, les progrès, là, on est dans des progrès qui... C'est quoi, au niveau de la communauté scientifique concernant l'intelligence artificielle, c'est quoi l'idée générale qui est véhiculée, là, qui est à la mode présentement au moment où on se parle? L'idée, si on parle d'un point de vue technique, c'est on pourrait parler des agents intelligents. Oui. Ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, si on parle de ChatGPT, okay, ou des Mistral ou Claude, etc., des dérivés, c'est ce qu'on appelle les grands modèles de langage. Ces modèles-là, c'est des oracles.
OK? Des oracles, ça veut dire qu'on a besoin, on le consulte, on pose des questions, et quand on a fini, c'est terminé. OK? Et puis donc, il va retourner dans sa boîte, comme on dit. Le génie retourne dans sa bouteille. Oui. Et ça, il n'y a pas de doute. La prochaine génération qui commence, je dirais, à partir de cette année et les prochaines années, c'est ce qu'on appelle des agents. C'est aussi mon domaine de recherche. OK. Et là, c'est un agent, c'est un modèle de langage, mais à qui on donne certains pouvoirs d'aller on pourrait dire dans l'environnement, c'est-à-dire dans l'écosystème des PME et tout ça, et d'aller faire des recherches sur le web, envoyer des emails, recevoir des emails, traiter des emails, ou même éventuellement faire des téléphones, et faire un travail programmé, et ainsi de suite. Donc, on lui donne un but, il va travailler pendant qu'on n'est pas là, pendant qu'on va faire une sieste, pendant qu'on va manger, et qu'il nous revient au bout de quelques heures, et il a fait une partie du boulot. Et ça menace quand même, de façon significative, certains types d'emplois. Et donc, on est dans les agents intelligents. Prochaine question. Si tu veux te rapprocher juste un petit peu. Juste un peu. Alors, regarde, est-ce qu'on peut dire qu'un jour, l'humain sera bientôt désœuvré? Désœuvré, on pourrait dire, c'est le phénomène qu'on parle en science, c'est l'obsolescence humaine. Okay? Donc, désœuvré ou obsolète, dans le sens que, il n'a plus d'utilité. En fait, l'idée, c'est que l'intelligence artificielle et le robot prennent graduellement de plus en plus de place sur le marché du travail. Et ça, c'est un problème. Donc, il faut garder l'humain au centre. Faut pas que... en fait, il faut garder des mesures pour garder l'humain au centre. Et parce que le robot, l'IA, n'est pas sentiente. Elle n'a aucune conscience, elle n'a aucun sentiment. Et contrairement, l'humain, lui, a tout ça. Donc, il faut garder l'humain au centre. Est-ce que tu vois la machine se rebeller un jour? Ouais, comme dans les films. Et proclamer son indépendance? Oui, c'est difficile à dire. Le fameux scénario à la Terminator. Oui, exactement, comme on parlait avant l'émission. Oui. Terminator, difficilement. Là, je pense pas qu'on soit là. Par contre, un scénario de film que j'aime bien et qui est beaucoup plus proche de la réalité. Prolonger la vie de l'humain. Oui, ça, certainement, avant longtemps. Mais un scénario changer de film... nos pièces. Oui. Scénario de film intéressant, c'est Elle ou Her en anglais. Donc là, on a un film qui est à la fois une utopie, mais aussi qui finit un peu de dystopie. C'est-à-dire que... Donc là, on a des agents... En fait, c'est vraiment des agents conversationnels ou des agents tout court qui travaillent avec nous, puis plus que ça, qui partagent notre vie, notre vie personnelle, notre vie quotidienne. Ça, c'est pas si impossible, en fait. On aura peut-être, ça c'est un des bons côtés, on aura peut-être des compagnes automates dociles. Ah oui, c'est déjà commencé. Ça pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et je pense qu'un des problèmes, on en a parlé, toi et moi, c'est d'humaniser, comme on fait avec nos animaux, tenter d'humaniser le robot et tout ça. Ça peut peut-être nous jouer des tours, ça. Déconnecté de la réalité et de sa fonction. On essaye toujours ce qu'on dit d'anthropomorphiser, de donner une forme humaine à nos créations. On l'a vu dans le film avec Tom Hanks, Castaway, où un simple ballon pour une personne qui souffre de solitude. Wilson. Wilson, il a donné un nom, puis il a mis des yeux, puis une bouche, puis un sourire. On fait pareil avec nos IA. En fait. Le ballon représente l'espoir comme la religion. Oui, si on veut, mais en fait, au moins une présence. Et donc, l'IA peut représenter une présence, une espèce d'entité avec laquelle on peut avoir une conversation et tout ça. Ça ne remplace pas l'humain, okay? Ça reste un outil, mais l'humain a tendance à lui donner un rôle plus important que ce qu'il devrait peut-être, en fait, le laisser à sa place d'outil. Voilà. Comme tu me le disais, on est dans une phase qui représente un tournant pour l'humain. On est un peu comme à l'adolescence, présentement. Oui. En fait, tout à fait, parce que... En fait, ça fait pas tant de... Tu sais, si on regarde, là, mon grand-père travaillait, il montait les chevaux pour passer un rouleau rempli d'eau dans les rues de Saint-Tite pour aplanir. On n'enlevait pas la neige, on l'aplatissait à une certaine époque. Donc, il y a à peine 100 ans. Et ça, c'était la vie de mon grand-père. Aujourd'hui, là, moi, je travaille avec des espèces de cerveaux artificiels, donc avec des réseaux de neurones artificiels. Donc, on est ailleurs. Et donc, oui, tout ça fait en sorte que les progrès, ça avance rapidement. C'est quoi la prochaine étape là, pour les semaines et les mois à venir que tu vois?
la prochaine annonce officielle d'une avancée technologique surprenante. Bon. On est où, là, sur la prochaine étape? La prochaine étape, si on continue avec les agents et tout ça, il y a un principe qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Donc, où on va dire l'intelligence artificielle de niveau humain. En ce moment, l'intelligence artificielle, dans ce qu'elle fait, dans le spectre de ce qu'elle fait habituellement aussi bien que l'humain. Okay? Elle dépasse ses capacités humaines, mais elle en fait moins large. C'est-à-dire qu'elle n'a pas autant de capacité sur un plan de la largeur. Donc, si elle fait le plus en profondeur. Donc, les modèles de langage, pour avoir une discussion avec quelqu'un, les modèles de langage sont déjà à un niveau supérieur que l'humain moyen. Mais l'intelligence artificielle fait qu'une chose. Elle est formée pour faire une seule chose, donc elle est spécialisée. La journée où l'intelligence artificielle va se généraliser, c'est-à-dire la même IA va être capable de, par exemple, jouer aux échecs, conduire une automobile ou avoir une conversation. Là, on a 3 IA qui font ça, mais c'est quand même 3 IA. Tandis que l'humain, il fait puis avec la même intelligence, peut faire ces trois activités-là. Donc, l'intelligence artificielle générale va arriver quand la machine va être capable, la même machine, la même IA va être capable d'en faire aussi large que l'humain. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Est-ce qu'on est vraiment proche de l'étape des véhicules autonomes? Des avions, des voitures et tout ça. Je dirais relativement. Tu sais, le taxi qui te reconduit. Quelques avancées, moi je pense que ça fait pas de doute que dans pas long... on va le vivre. Oui, tout comme l'intelligence artificielle générale. On commence à penser à 2028, mais ça se peut que ce soit jamais aussi. Okay? Mais je dirais certains scientifiques vont avancer des chiffres. C'est très, très difficile. On est toujours dépendant des récentes publications scientifiques. 2028, 2030, 2040, c'est difficile à dire. Encore là, peut-être jamais, mais il y a quand même une forte possibilité que ça soit avant longtemps, disons. Il faut l'envisager. JS, question personnelle qui m'intrigue. Étais-tu un jeune attiré par l'aspect logique des choses? Oui, quand même. Déjà en bas âge, toi, c'était les mathématiques? Ben, l'informatique, beaucoup. Les mathématiques jusqu'à un certain point, mais surtout, je suis un gars plus de l'informatique. Donc, les fameux Commodore 64, oui, je les ai programmés. Es-tu d'accord avec ça qu'on a un ou l'autre? L'ancien terme, comme moi, les gens qui sont bons avec le français, avec les langues, les gens de lettres, ou ceux qui sont forts en mathématiques, la bosse des maths. Est-ce que tu es d'accord qu'on a un ou l'autre, ou si on est favorisé, on a les deux? Non, mais je dirais que le spectre est plus large encore qu'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des types d'intelligence. Il y a des gens qui peuvent être très forts en musique, très forts avec l'empathie, l'intelligence émotionnelle et tout ça. C'est aussi une forme d'intelligence. Oui. Intelligence, bon, j'ai sais pas par l'artiste cœur. capte des choses que c'est pas tout le monde qui va capter. Tout à fait. Donc ça, il faut pas... Pour produire un chef-d'œuvre, il faut que tu sois intelligent. Absolument. Est-ce que tu écris des poèmes? Non, j'écris pas de poèmes. Peut-être un jour. Oui, peut-être un jour, bien sûr, parce que l'art est très... C'est ce qui caractérise l'humain. C'est des aquarelles, par exemple. Ben oui. Selon toi, l'esprit rationnel vient d'où? On dit que c'est typiquement masculin, ça, c'est peut-être un peu cliché. Non. Selon toi, ça vient d'où, l'esprit rationnel? C'est-tu la façon que tu as été élevé? C'est-tu en toi? C'est en partie inné, en partie acquis, je dirais. Dans certains cas, l'esprit rationnel, selon combien sanguin chaque personne est, tout ça, mais il faut tout simplement en prendre conscience. Quelqu'un qui est très proche de ses émotions, c'est pas exclu que cette personne-là peut être très, très rationnelle, mais il faut qu'elle gère la bête, comme on dit, puis en prendre connaissance, puis à partir de ce moment-là, dire « Oups, non, là, ça, c'est les émotions. » Et là, ça dépend de ce qu'on fait. Si on va voir un spectacle, si on crée une art, là, l'esprit irrationnel et créatif et tout ça, ça devient plus important du tout d'être rationnel quand on est un artiste, quand on est un chanteur, quand on est un humoriste. Selon le métier qu'on fait, là, il faut laisser plus de place à un à l'autre. Moi, c'est sûr que dans mon travail, si je rédige une publication scientifique, tout l'aspect irrationnel et l'aspect... j'essaie de mes émotions, il ne faut pas qu'ils transparaissent. On n'est pas là. Les émotions vont sortir le soir au match de baseball. Tu n'es pas là pour un point de vue, tu es là pour du factuel. Du factuel. Les émotions vont sortir au match de baseball ou au prochain concert. Petite question avant justement la pause. On parlait, toi et moi, en pré-entrevue, quelque chose que tu déplores, c'est la désinformation des médias, qui est un véritable fléau. J'abonde dans le même sens que toi. Je veux que tu sois pour ou contre Trump. Tu réalises des choses qu'il est toujours posé en train de faire une grimace, exemple, sur les photos. Ton commentaire sur la désinformation qu'on vit au niveau des médias? En fait, il y a quelques années, j'aurais répondu il faut faire très attention à l'intelligence artificielle.
c'est encore vrai, mais je dirais dans les dernières années, ce que ça me montre, c'est que les humains peuvent mentir aussi bien et le faire totalement impunément, et ça passe aussi bien. Enseigner le mensonge à l'intelligence artificielle. C'est ça la prochaine étape. Garbage in, garbage out pour l'intelligence artificielle. Ça veut dire que l'intelligence artificielle va comme un enfant, d'ailleurs. Oui. Un enfant, si on lui apprend de la désinformation, oui, c'est ça. Fait que l'intelligence artificielle est ni mieux ni pire. Mon cher Jean-Sébastien Dessureau, on prend une petite pause. Oui, bien sûr. Fort agréable de te recevoir ici. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'unique brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar-spectacle de qualité renommé, mais également un restaurant au service et au menu de très grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'un professeur universitaire spécialisé en intelligence artificielle, Jean-Sébastien Dessureau. Un mot maintenant sur un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance. Et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur, comme vous le savez, et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, 338 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Question un peu philosophique, Jean-Sébastien. Oui. Est-ce que tu fais partie des nostalgiques qui voudraient revenir avec les moyens de 1990? Bonne question. La vie était peut-être un peu plus simple. Oui, la vie était certainement plus simple, oui. Puis si on remonte dans les années 80, etc., oui, bien sûr. Mais est-ce que je voudrais revenir à ça? Pas nécessairement, non, je pense pas. T'es pas nostalgique? À mes heures. T'es pas nostalgique du VHS? Oui, non, mais non. Écoute, certaines choses, bien sûr, un peu comme tout le monde. On a nos heures. Si tu devais nommer un ou deux aspects que tu calcules, que ce soit sur le plan humain ou technique, qui était mieux avant, tu nous dis quoi? Mieux avant? T'as pas le droit de répondre la musique. Ah oui, c'est vrai, parce que tout le monde doit répondre ça. Qu'est-ce qui était mieux avant? Je sais pas. Les relations étaient peut-être plus simples. Peut-être, oui. Exact. Exemple, les relations hommes-femmes. Ouais. Il était encore possible de rencontrer quelqu'un en personne. Et maintenant, si t'es pas sur Tinder ou des choses de même, va accoster une femme au bar. Ouais, bon, là... Il y a peut-être une gifle qui t'attend. Peut-être. Moi, j'ai pas ce problème-là. T'as pas ce problème-là d'accoster les femmes au bar? Non, c'était... non, moi, c'est comme j'ai rencontré la bonne personne et tout à fait... elle va sûrement nous écouter. Oui, sûrement. Je la salue. Jean-Sébastien, nous sommes toujours en train soit de calculer ou d'évaluer quelque chose. C'est ça, le cerveau est un muscle et il travaille constamment. Tes passions rationnelles, est-ce que ça t'aide au quotidien? Oui. À prendre des décisions rationnelles. Ton budget, exemple? Oui, mais ou simplement d'évaluer la probabilité que quelque chose peut arriver. Oui. Est-ce que je dois m'en faire avec tel truc ou pas? Je dirais ça, la base mathématique, c'est la pensée bayésienne. Que je recommande à tout le monde quand on a des bases de pensée bayésienne. Je crois que ça aide à prendre des meilleures décisions puis d'anticiper les choses avec plus de réalisme. Es-tu un adepte de livres de croissance personnelle? Pas tellement. Non, t'es déjà assez ceci étant dit, par toi-même positif. C'est-à-dire que je pense que oui, tout ne passe pas par la science, mais je dirais que le développement personnel et tout ça va passer par les passions de chacun. Moi, je dirais que je continue à rester en forme par mon sport, qui est aussi un club social. On a ça en commun. Les mathématiques, on n'a pas ça en commun, mais le baseball, le plus beau sport. Pourquoi que le baseball est le plus beau sport du monde? Je vais te donner ma réponse après. Ouais. En fait, je vais te surprendre. Oui, OK. Je dirais, le baseball n'est pas le plus beau sport du monde, à mon avis. Le plus beau sport du monde, c'est celui que font nos enfants et celui qui nous permet de se lier avec nos enfants et avec nos proches. Oui. Donc, si j'avais eu... En fait, oui, bien sûr que le plus beau sport du monde a été le baseball pour moi pendant longtemps. Ça l'est encore parce que, justement, mes deux enfants jouent au baseball. Mais si j'avais eu, par exemple, un petit garçon ou une petite fille qui aurait fait du patinage artistique, le patinage artistique serait devenu pour moi le plus beau sport du monde.
Bonne réponse. Donc, là, on va regarder le point de vue Selon humain. moi, pourquoi le baseball est le Oui. plus beau sport du monde, c'est que tout le monde a sa place sur le terrain. Oui, aussi. C'est une autre bonne On va raison. se dire les choses. Le gros gras qui court pas vite, il joue au first. Oui. Le gars qui est athlétique, il joue au chancentre où il est receveur. Celui qui a un bon bras comme toi, ben, il joue au troisième but où il est lanceur. Celui qui est athlétique est à l'arrêt court. Tout à fait. On va revenir à notre sujet. Est-ce que tu crains, toi qui es conscient des avancées technologiques, est-ce que tu crains un troisième conflit mondial qui nous ramènerait peut-être à l'âge de pierre? Oui. Parce que Albert Einstein disait, je ne sais pas comment va être le troisième conflit mondial, mais je peux vous dire que le quatrième, ça va être avec des roches et des bâtons. C'est ça, exactement. Est-ce que je crains ça? Oui, jusqu'à un certain point. Je vois plusieurs leaders mondiaux totalement instables, irrationnels, et ça me fait peur. Fait que, je pense que, justement, le prochain conflit mondial pourrait ne sera pas sur une base rationnelle, il peut se faire tout simplement sur un coup de tête à cause de gens qui écoutent peut-être beaucoup trop leurs émotions. Exactement. Avec toute cette avancée, justement, est-ce qu'on vit dans un monde de gadgets? Moi, je trouve que oui. Là. Il y a tellement de choses inutiles. Oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, oui, il y a beaucoup de gadgets. Il y a beaucoup de choses, par contre, puis là, depuis tantôt que je parle, que je mets des réserves, puis des limites à l'intelligence artificielle, mais justement, ça serait peut-être le bon moment de parler des bons côtés aussi. Si on prend, par exemple, les avancées de l'intelligence artificielle, la capacité à lire une radiographie, ça, c'est pas un gadget, ça sauve des vies au quotidien. Trouver des façons de plier des protéines, etc., pour faire et trouver des nouvelles façons de faire des vaccins, ça sauve des vies. Et là, par milliers, par millions. Donc, l'intelligence artificielle est au cœur. Tiens, bon, il va beaucoup plus terre à terre. L'intelligence artificielle pourrait, par exemple, trouver des meilleures façons d'agencer des horaires dans une grande entreprise pour mieux concilier travail-famille. Et ce qui va faire en sorte que vous allez avoir plus de temps avec vos enfants que si ça avait été fait de façon un peu maladroite avec essai-erreur par un humain. Mais là, l'humain est assisté par un IA qui trouve des meilleures solutions pour tout le monde. Donc, il y a une multitude d'avancées et qui font que l'IA est beaucoup plus... L'IA n'est pas un gadget. Ça peut servir comme un gadget. Il y a des gadgets qui sont issus de l'IA, mais tout n'est pas un gadget. L'IA est au service de l'humain, en grande partie. On termine, nous sommes bousculés par le temps. On va terminer avec quelques questions rafales. Tu es l'homme de plusieurs passions. On va parler baseball. La suspension à vie qui est maintenant levée sur Pete Rose, ton point de vue en une phrase? D'accord ou non? Oui, je suis relativement d'accord. Je pense que finalement, là, c'est pas la question d'être si rationnel. Ce que les amateurs voulaient, je crois en général. Ben, c'est de valeur que maintenant il est décédé. Oui, ça fait pas longtemps. Tout à fait. Mais oui, qu'est-ce qui fait un bon joueur de baseball en 2025? C'est la polyvalence, hein? Oui, la polyvalence et capacité athlétique, ou encore, dans mon cas, sa capacité à se réinventer, parce que j'ai plus nécessairement les capacités athlétiques à 53 ans que j'avais, mais il y a moyen de se réinventer. Je t'aurais jamais donné 53. Ouais. Je t'aurais donné 52. Ah oui, merci. Ça marche toujours, celle-là. Je te donne plus jeune pareil. Oui. T'es partisan de quelle équipe, Jean-Sébastien? Oh, les Jays. Toi qui joues pour les Cascades de Shawinigan dans la Ligue de baseball majeure du Québec, tu lances ce soir? Oui, contre Brock. Donc, tu lances et tu frappes. Tu es un peu un Shohei Ohtani? Oui, si on veut, un tout, et comme on dit. Là, et comme tu me le disais, la souplesse est la clé. Ton secret pour rester jeune? Être en forme, bien m'alimenter en général, mais surtout m'entraîner plusieurs fois semaine, pratiquer la souplesse. Je vais terminer avec un conseil aux étudiants. Oui. Que ce soit au niveau universitaire, cégep, secondaire. C'est quoi ton conseil aux étudiants qui se sentent essoufflés? Essoufflés. Par rapport aux exigences des études et tout ça? Oui, c'est d'être persévérant et de croire en l'avenir. C'est pas évident parce que l'avenir est incertain en partie pour eux. On ne sait pas trop, ils ne savent pas trop quoi étudier en ce moment. Donc, je dirais revenir à peut-être une mode qui il y a quelques centaines d'années, on parlait des polymathes. Blaise Pascal, Leibniz, etc., De Vinci, il y avait c'était des gens qui étaient compétents dans plusieurs domaines, autant les mathématiques, les arts, la logique, etc. Mais aujourd'hui, en gros, un jeune, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc, puis de moins la polyvalence. La polyvalence, de moins traiter le flanc, une seule compétence. Au programme cet été? Des vacances? Non. non, pas du baseball. Tout. Un peu de baseball, bien sûr. Okay. Sinon, je travaille sur une... Je m'en vais enseigner en Colombie pendant une semaine à l'Université de Bogota. En anglais?
En anglais et en espagnol, je vais enseigner l'IA quantique. Ah, c'est bien. Ouais. Merci de ta présence à l'émission, Jean-Sébastien. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir et je te souhaite un bel été et une excellente saison de baseball. Et je te dis tout simplement à bientôt. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Yes. Maintenant, pour une écoute active, vous avez des idées noires, je vous donne des numéros de téléphone. C'est très important de ne pas laisser celle-ci l'emporter. 1-866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514-935-1101 et le 988. Merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme l'Incontournable. C'est situé au 351 Notre-Dame. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Merci à nos deux invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.